Les Grandes Voix, une proposition des archives de la RTS. Et puis je suis allé à Paris un jour dans l'espoir de faire du journalisme dans des grands canards, etc. Et comme j'ai rien trouvé, pour me dépanner, je me suis mis à écrire San Antonio. C'est ça le miracle en somme. C'est que ça a été une littérature de dépannage. C'était une littérature accidentelle. C'était une littérature tout à fait provisoire pour moi. Et cette littérature m'a sauvé la vie, quoi. Les Grandes Voix donnent aujourd'hui la parole à Frédéric Dard. Frédéric Dard est surtout connu pour avoir été le père des aventures du fameux commissaire San Antonio, dans une langue se réclamant à la fois de Céline et de Rabelais, nourrie à la fois par l'argot et une foule de néologismes d'une inventivité sidérante. Les 175 romans signés San Antonio connaissent dès 1949 un succès foudroyant. En 1978, il publie Y a-t-il un Français dans la salle, sous la signature de San Antonio, alors que le célèbre commissaire n'y apparaît pas. Mais la langue, l'outrance des mots et des situations romanesques sont bien du San Antonio, parfois à la limite du supportable. On apprendra au cours de cet entretien avec Patrick Ferla en 1980 que Frédéric Dard considérait que ce livre était sans doute le plus personnel qu'il ait écrit et le plus risqué aussi. Frédéric Dard, à Bonnefontaine, nous poussons la porte d'une grande maison et le voici. Quand je suis venu ici, je suis pas venu comme un malfaiteur en rasant les murs. J'ai commencé par prendre contact avec la municipalité. J'ai vu M. Berisville, le syndic, qui est un homme exquis, et je lui ai expliqué à quoi correspondait que c'était pas une fantaisie d'artiste, que c'était quelque chose de plus profond. Mon grand-père maternel était paysan. J'ai passé une partie de mon enfance sur ses talons à sulfater la vigne, tout au moins à le regarder sulfater la vigne, parce que personnellement, j'ai jamais rien su faire de mes 10 doigts, en dehors des sottises que j'ai écrites. Et j'étais derrière ce grand-père dans son nuage bleu c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Il y avait ces bruits de la campagne, il y avait cette odeur de fumier, il y avait cette terre toujours généreuse, toujours présente, toujours fascinante. C'est comme la mer, la terre. Quelque chose qui n'est jamais pareil, qui se ressemble sans se ressembler. Et je cherchais, je me suis dit, voilà, je commence à prendre de la bouteille, je voudrais trouver un endroit où m'amarrer. Vous comprenez? Parce qu'il y a deux solutions dans la vie, où on reste toujours chez soi, et ça, c'est la solution de sagesse. Et au fond, je crois que c'est celle qui est à préconiser, voyez. Et puis, il y a l'autre solution qui est la solution de vagabondage. Et j'ai été relativement un vagabond, mais je suis un sédentaire dans l'âme. Je suis un sédentaire nomade. Et c'est un paradoxe. Alors, il fallait bien que j'en sorte, il fallait bien que je trouve quelque chose pour me satisfaire pleinement. J'allais pas claboter comme ça, bêtement. Et j'ai cherché un coin, j'ai vu pas mal de choses. Et puis je suis arrivé dans ce Bonnefontaine, j'ai vu cette ferme qui tombait un peu en ruine. Je voudrais pas que mon ami Biolay qui me l'a vendu, il est devenu un ami, c'est dire que tout s'est bien passé, en tire mauvaise conscience. Mais j'ai vu cette ferme et je l'ai trouvée, je sais pas, émouvante. Ça m'a plu, tout m'a séduit. Les fermiers qui s'y trouvaient, l'air, vous savez, les impondérables, c'est ça qui est important dans la vie, ce sont les impondérables. Et alors j'ai choisi ce coin, puis m'y voici. Et c'est tout, c'est une histoire très bête, très simple. Frédéric Dard, vous avez, je crois, 58 ans, vous êtes un artiste et un sage. Écoutez, je sais pas, je suis un artiste bon gré mal gré. Quand on fait mon métier, on est un artiste. Un sage, c'est les années qui m'aident à le devenir. Il faut beaucoup de temps pour devenir sage. Je crois hélas, et heureusement d'un autre côté, être devenu effectivement un sage. Vous voudriez mourir sage? Je voudrais mourir, évidemment, comme tout le monde, le plus tard possible. Enfin, je voudrais pas mourir sage, puisque je crois, devenu sage. Alors donc, même si ma mort se produit à la fin de cette émission, je mourrai sage. Vous êtes artiste, vous êtes proche des gens du cirque, vous êtes un peu acrobate, trapéziste, funambule. Oui, je suis un funambule de l'esprit, je suis un acrobate du verbe, c'est ça être un artiste, c'est ça être une espèce d'enfant de la balle du dictionnaire, quoi. C'est quelque chose. J'ai fait une carrière d'écrivain un peu marginale. Je dis un peu marginale parce qu'en fait, l'âge venant, je me rends compte qu'elle finit par s'accomplir comme toutes les carrières littéraires.
et que bon gré mal gré, je me rejoins, car au fond, un artiste cherche quoi? Il cherche lui-même, il se court après sa vie durant, et je pense que j'ai fini par me rattraper. Les circonstances de la vie, des rencontres, des contacts, la femme que j'aime font que je me suis rattrapé, que je me suis installé en moi. Et ça, c'est une victoire. Il y a un bouquin fantastique qui vient de sortir aux éditions du Fleuve Noir qui s'appelle « Y a-t-il un Français dans la salle ?» qui porte votre signature. C'est un bouquin dans lequel, il faut bien le lire, dans lequel vous cherchez beaucoup. Voyez, pardon de vous interrompre, c'est un bouquin dans lequel j'ai tout mis. C'est-à-dire que tous mes fantasmes, toutes mes colères, toutes mes nostalgies, toutes mes misères d'homme, je crois que je les ai balancés là-dedans en vrac. C'est venu, il était temps que ce bouquin me sorte des tripes. Et c'était pas prémédité. Quand je l'ai commencé, je savais pas du tout ce qui allait en sortir. Je croyais que ça allait être un bouquin de plus. Ben non, c'était ce bouquin. Je ne veux pas dire que c'était le livre de ma vie. L'avenir le dira. Peut-être en ferai-je d'autres. Je le souhaite. Parce que ça a été un moment de rare bonheur, un moment d'écriture très intense, très merveilleux. Très merveilleux, vous voyez. Et je souhaite, évidemment, de revivre des instants pareils. Mais après tout, peut-être ne les revivrai-je pas. En ce cas, ça aura été le livre de ma vie. Et c'est un livre que je laisse. Une de vos confrères, François Xenakis, a écrit quelque chose de très joli. Elle a dit que j'ai écrit ce livre comme si, à tout hasard, je donnais mon gala d'adieu. Et c'est un peu ça. Je sais pas si c'est un livre de gala, ni si c'est un livre d'adieu, mais c'est un livre. Et j'ai eu l'impression que pour la première fois, j'écrivais un livre. C'est un livre testament? C'est pas un livre testament, on n'écrit pas de livre testament. Un testament, c'est quelque chose, vous savez, un testament pour être à jour, il faut l'écrire tous les matins, c'est comme un quotidien. Mais vous écrivez tous les matins. J'écris tous les matins, mais je n'écris pas mon testament tous les matins parce que ça serait quelque chose d'insupportable. Mais c'est un livre dans lequel j'ai eu besoin de projeter absolument tout ce qui me hantait, tout ce qui me tient aux tripes, tout ce qui me tient au cœur. Et je crois qu'à peu près tout y est. Ça y est violemment, ça y est à ma manière, et qui n'est pas n'importe quelle manière, je crois, et c'est peut-être mon titre d'orgueil, c'est que c'est pas n'importe quel bouquin, c'est un livre dur, c'est un livre qui est choquant, je le dis, je sais qu'il choque. Et qu'il choque certaines personnes. C'est vrai que c'est difficile de citer à l'antenne, par exemple, le passage de ce livre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un livre, enfin, certaines gens l'abandonnent, je le sais. Par exemple, des gens m'ont dit, non, c'était trop violent, c'était trop fort, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Des gens qui me le disent carrément, et je le comprends parfaitement. Et puis d'autres qui ont su lire, vous comprenez, qui ont su pénétrer dans le bouquin, qui ont su naviguer à l'intérieur du bouquin. Enfin, avant cette émission, nous avons échangé quelques paroles. J'ai cru comprendre que vous étiez de ces personnes. Oui, si je vous dis, Frédéric Dard, que c'est un grand livre shakespearien et un grand livre sur le pouvoir en particulier, est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est un livre shakespearien. Vous me faites beaucoup d'honneur. Je ne sais pas. C'est un peu un livre sur le pouvoir, à propos du pouvoir. Ouais. Mais c'est avant tout pour moi un livre d'amour. C'est un livre d'homme. C'est un livre où un homme de mon âge, puisque le principal personnage, le héros, disons, il y en a plusieurs dans ce livre, je peux pas parler donc d'un héros, mais enfin, disons, le principal personnage le plus marquant, je lui ai donné mon âge. Je lui ai donné mon âge, pourquoi ? Parce que c'est un âge que je connais bien, puisque c'est le mien. Et j'ai essayé de m'exprimer, j'ai essayé de dire à travers ce personnage ce qui me hantait. Alors ce personnage est donc un peu moi, à travers toutes ces saloperies, à travers toutes ces errances. Vous comprenez, c'est moi, c'est ma misère d'homme, c'est nous tous. C'est nous tous. Alors j'ai fait de ce personnage un personnage politique parce que une chose me fascine et surtout depuis que je vis en Suisse, c'est-à-dire depuis bientôt une quinzaine d'années car le temps passe et j'y suis bien. Et je regarde depuis la Suisse, je regarde la France qui est mon pays. Je regarde la France comme on regarderait un camp du haut d'un mirador, vous voyez. Et du haut de la Suisse, je vois cette pauvre France en but à tant de vicissitudes, à tant d'errements, entre les mains de tant d'aigrefins, de tant de types qui, je sais pas, qui bernent le peuple pour faire carrière, simplement pour faire carrière. Et c'est tellement évident, c'est tellement visible.
C'est tellement visible que j'avais envie de le crier, alors que le bon populo s'en aperçoit à peine, en est tout juste, commence à en être conscient. Mais je suis content d'avoir poussé ce cri. J'ai gueulé par-dessus la frontière. Vous avez une phrase, entre autres, que j'ai envie de citer ce soir, c'est le pouvoir, parce qu'on peut citer quand même des extraits de ce livre. Hein. Je l'espère. Il n'y a pas que la recette du sabayon qui est incitable. Par exemple, vous dites, le pouvoir isole et l'Élysée est une île déserte bourrée de courtisans. Oui, c'est le sentiment. Écoutez, j'ai été invité un jour à l'Élysée et j'y suis allé. Surtout, je dois reconnaître, enfin, n'en déplaise aux autorités, j'y suis allé par curiosité, parce que depuis que je suis au monde, je vois sur la une des journaux, j'ai le souvenir de ministères rangés sur le perron de l'Élysée, vous savez, et tous ces ministères qui autrefois se succédaient à un rythme accéléré. On en a vu durer 48 heures en France. Et j'avais envie de voir ce qui se passait derrière. Je me disais, je voudrais bien un petit peu grimper le perron, moi aussi, puis aller voir derrière. Alors donc, j'ai sauté sur cette occasion, et je me suis rendu à cette invitation. Et je suis allé, et j'ai vu l'Élysée, et j'ai vu le président dans l'exercice de ses fonctions. J'ai vu cette espèce de côté un peu royal dans la démocratie, cette pompe qui subsiste tout de même, vous voyez, et tous ces gens à l'échine souple qui étaient courbés en deux, qui s'ouvraient que sur son passage, comme la vague devant l'étrave de mon bateau, vous comprenez, et tous ces gens étaient là, étaient humides à force d'être serviles, ils se brandissaient, ils se tendaient, ils étaient béants de tout, vous comprenez, prêts, c'était un don, c'était quelque chose d'assez épouvantable, en fait. Je sais pas, je suis ressorti de là avec une certaine mélancolie, une grande tristesse, et je dois reconnaître une certaine admiration pour Giscard d'Estaing, qui était à la hauteur, je veux dire, de cette tâche ingrate, car c'était une tâche très ingrate. Et je parlais à la présidente, enfin c'est pas le terme, on doit pas, à Madame Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'on doit pas dire Madame la présidente, mais en étant suisse, je peux dire ce que je veux. Et ça vous fait du bien. Je lui disais, oui, bien sûr que ça me fait du bien. Et je lui disais, mais écoutez, madame, ça doit être épouvantable. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dit, mais madame, j'assiste à cette prestation que vous faites, le président et vous. Ça doit être quelque chose de Dieu. Et elle a eu cette réponse. Nous étions invités, c'était le 10 juillet. Et elle a eu cette réponse merveilleuse. Elle dit, oh, vous savez, on n'a plus que le 14 juillet et on va être en vacances. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais vous allez me pardonner sûrement, Frédéric Dard, vous êtes vous aussi un roi dans la démocratie du livre. Je crois 91 millions d'exemplaires vendus. Oui, vous savez, c'est un royaume illusoire. Ça, c'est un pouvoir assez étonnant. C'est un pouvoir, enfin, c'est un pouvoir relatif. Oui, c'est une tribune. J'ai découvert qu'en fait, mes livres étaient justement parce qu'ils atteignent de gros tirages. Parce que 91 millions d'exemplaires vendus aujourd'hui, c'est incroyable. Et le gars insatisfait qui dit, mais c'est pas fini. J'espère bien aller aux 100 millions. Ouais. C'est un pouvoir. Oui, c'est un pouvoir, c'est quelque chose de fabuleux, mais j'en remercie le ciel d'ailleurs. Vous savez, rien ne me prédestinait à connaître une destinée de ce genre. Je suis un gars extrêmement modeste, j'ai eu des périodes des débuts très difficiles, j'ai crevé de faim, et comme je dis toujours, ça se voit plus, mais enfin, je m'en souviens. Ouais. Et c'est une aventure une aventure humaine assez fabuleuse. Je pense que certains en seraient satisfaits, en seraient fiers même. Et on s'étonne, on me dit toujours, il y a un leitmotiv quand on me dit toujours, votre modestie, vous êtes modeste. Je suis pas modeste, je suis inquiet. C'est pas pareil. Vous comprenez, j'ai une espèce d'inquiétude. Je me dis, c'est pas possible qu'une chose pareille arrive à un homme et puis que ça continue toujours. Ça va fatalement cesser. C'est incroyable. Et puis ça cesse pas. Y a-t-il un Français dans la salle? C'est aussi un livre d'inquiétude et de doute. Mais c'est un livre d'inquiétude. Écoutez, il y a quelque chose qui est absolument fabuleux dans mon cas. Hein, c'est que j'écris ce livre en me disant, je vais me le prendre sur la figure. Parce que ce livre est signé San Antonio. Or, ça n'est pas du San Antonio traditionnel. Il n'y a pas mes héros qui ont fait la fortune de ces bouquins. C'est écrit
à 80% dans le langage saint-antoniesque, ou saint-antonien, comme vous voulez, ou saint-antonien, même, si vous voulez. Et qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Je vous propose, c'est à vous de choisir. Et je me dis, ce bouquin, on va me le renvoyer dans la figure. Parce que, justement, je me suis trop fait plaisir à moi-même pour qu'il plaise aux autres, vous comprenez? C'est un cadeau que je me suis offert. Je me suis dit, un jour, mince, je me le suis dit autrement. Hein, comment l'avez-vous dit? Et je me suis dit, merde, ouais. Voilà. Je me suis dit, merde, c'est un mot très français. Tu as écrit des bouquins. Pas sous la contrainte, parce qu'on n'est jamais contraint d'écrire, mais enfin, dans un but lucratif. Tu as fait ça pendant 30 ans. Tu peux quand même t'en offrir un pour toi tout seul. Et voilà que ce bouquin que je m'offre pour moi tout seul est en train de tout casser, il marche le tonnerre de Dieu, c'est un énorme succès de librairie. Alors je me dis, il y a quelque chose de merveilleux, ou alors d'inquiétant. Alors peut-être qu'on va me le faire payer après ma mort, je sais pas. Frédéric Dard, c'est votre premier cadeau, ce livre? C'est mon premier cadeau. Non, c'est pas mon premier cadeau. J'ai eu d'autres cadeaux, et des cadeaux bien plus beaux. Bien plus beaux, parce que les vrais cadeaux, c'est les autres. Les vrais cadeaux, c'est l'amour, c'est les rencontres. C'est le télescopage d'âme. Vous comprenez? C'est ça le grand cadeau de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Ça, vous pourrez chercher. Puis ici, la satisfaction du travail. Ça fait un peu prêchi-prêcha, mon truc, mais c'est vrai. Je sais d'expérience que c'est vrai. Mais sur le plan personnel, c'est un merveilleux cadeau. Frédéric Dard, c'est sans doute indiscret, mais on est aussi un peu là pour ça, ce soir ensemble de chez vous à Bonnefontaine. Quels ont été jusqu'ici quelques-uns de vos plus beaux cadeaux, précisément? Qu'entendez-vous par cadeau? Parce que je peux vous répondre que mes plus beaux cadeaux, c'est des cadeaux, je vous l'ai dit, d'amour. Donc, mes plus beaux cadeaux, c'est ma femme et mes enfants. Pour moi, c'est ça, les vrais cadeaux de la vie. Les cadeaux, c'est les êtres qui me sont indispensables. C'est les êtres qui sont moi. Donc, ce sont des cadeaux égoïstes, quoi. C'est les cadeaux qui me font trembler. C'est les cadeaux qui sont des blessures. Car l'amour, c'est une blessure. Mes enfants, je suis blessé de mes enfants. Je sais pas, je crois l'avoir écrit quelque part. Je les charrie comme des meurtrissures, comme des blessures qui ne guériront jamais, qui sont toujours à vif. Blessures, pourquoi? Parce que merveilleuses, mais tourmentantes, mais à vif, vous comprenez? C'est ça qui est extraordinaire. L'amour, c'est quelque chose de... toujours le mot revient. Il reviendra. Je crois que tant que je vivrai, j'aurai ce mot aux lèvres. Parce que j'en connais pas de plus beau. L'écriture, c'est aussi une blessure. L'écriture est une blessure très lancinante, très quotidienne. C'est un peu vous savez, c'est la roulette du dentiste, hein, la fraise du dentiste. Quand tous les matins je me lève, parce que pour écrire comme j'écris, on a l'impression que c'est facile. Dieu merci, c'est facile à lire, mais pour que ce soit facile à lire, il faut vraiment, vous savez, se presser le crâne. Si j'ai plus beaucoup de cheveux, c'est que j'y ai pris peine. Croyez-moi. Et tous les matins, mon épouse peut vous le dire, puisqu'il est à côté de moi, elle peut vous dire que je suis obligé de boire des cafés, de me prendre par la main, de m'envoyer moralement des coups de pied dans le derrière pour me diriger jusqu'à ma machine. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que je suppose que l'acrobate, vous savez, les gars qui font du trapèze volant sans filet, eh bien, ils doivent avoir un peu les chocottes. Avant chaque numéro, ils mouillent, les gars. Ils ont peur, ça sans aucun doute. Eh bien, moi, c'est pareil. Bon, je sais bien que je me casserai pas la figure si j'attrape pas le trapèze, mais je peux vous dire qu'il y a quand même une angoisse du même tonneau, de la même intensité. J'ai les chocottes, et quand je vois le clavier de ma machine à écrire, bien, j'ai comme un vertige. C'est comme si j'étais en haut d'une dunette et que par une mer démontée, puis que je me dis, mais bon, comment je vais faire pour piloter le barlu? C'est ça. Un bouquin en cours, c'est un bateau à piloter. Tout ça est très terrible quand on le prend à cœur. Et moi, j'ai toujours pris la vie à cœur. C'est pour ça qu'on a besoin quand même de bonnes choses. Les grandes voix. J'aimerais que vous nous emmeniez quelques instants durant, Frédéric Dard, dans votre pays intérieur. Mais vous savez, alors là, le temps qui reste suffira pas. Hein. Non, c'est bien. Si vous voulez faire la visite du château, mes enfants,
Alors là, je peux vous dire que il vous faudra du temps. Qu'est-ce que vous appelez d'abord mon pays intérieur ? Parce que mon pays intérieur est très simple, vous savez, mon pays intérieur, c'est quelques personnes, c'est ma marotte de bosser, c'est pas grand-chose, c'est tout et pas grand-chose. Non, mais imaginons que vous voyez maintenant du dedans. Imaginons que vos yeux regardent dedans, en ce moment précis. Mais oui, mais justement, je passe ma vie à essayer de plus regarder dedans. Parce que depuis que j'ai ouvert les yeux, je regarde en dedans. Je regarde dedans, je me regarde et je me terrifie. Parce que je suis un homme et que l'homme me fait peur. L'homme me fait peur. Moi, je le croyais tout à fait, je le croyais beaucoup plus beau qu'il n'est en réalité. Cela dit, il est pas si moche que ça. Je veux pas être trop défaitiste. Mais franchement, quand j'étais tout môme, je ne sais pas si ça vient de la façon dont j'ai été élevé par des gens qui m'ont, je sais pas, qui m'ont mis dans du coton. Vous voyez, j'étais dans un cocon. Et j'étais tellement bien dans ce cocon qu'à partir du moment où des fissures sont produites, où j'ai entrevu la vie à travers ces fissures, j'ai été terrifié. Et j'ai pris peur parce que je croyais que c'était beaucoup plus beau que ça, que c'était beaucoup plus simple. Or, tout est compliqué, or rien n'est vraiment très beau. Tout le monde pense à soi, tout le monde cherche avant tout à assurer son fromage. On est dans le pays de Fribourg, j'ai une image argotique qui est née à Paris, mais enfin, ça tombe bien. Mais franchement, je trouve que les gens, je sais pas, ils ont pas compris. Quelque chose qui me frappe. Ça, je l'ai déjà dit, mais enfin, un être est fait de répétition. Ils n'ont pas compris le miracle que représente le fait que nous soyons tous là, en ce moment, sur ce globe, en même temps. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, dès que j'ouvre un journal, dès que j'ouvre la radio, et que j'entends les nouvelles, et que tout ce cataclysme, car c'est un cataclysme qui est en suspens, vous comprenez, me saute à la figure, je me dis mais c'est pas possible, mais ils savent donc pas que nous avons tous la chance inouïe de vivre ensemble et que au lieu de perdre cette chance à se déchirer, à se meurtrir, à se tuer, à se nuire, hein, eh ben on ferait mieux de savourer ce bonheur. Mais vraiment de le comprendre. Mais je vous assure, je sais que j'ai l'air d'un utopiste. Je sais que les gens qui m'écoutent en ce moment haussent les épaules. Et c'est là qu'est le drame. Vous comprenez, c'est là qu'est le drame. Heureusement qu'il y a des utopistes. Heureusement qu'il y a un Edmond Kayser quelque part. Heureusement qu'il y a des gars comme ceux dont je m'entoure. Heureusement qu'il y a des Robert Hossein qui se tuent pour du théâtre, pour un idéal de théâtre. Heureusement qu'il y a des êtres, comme j'en connais, dont les noms vous diront rien, mais qui se donnent à quelque chose, qui se donnent à l'homme. Vous voyez, le seul ennemi de l'homme, j'ai écrit quelque part que l'homme n'avait que deux ennemis qui l'attaquaient, c'était le moustique et l'homme. Hein? À ma connaissance, c'est ces deux seuls ennemis. Le moustique parce qu'il est là, parce qu'il a besoin de sang, parce qu'il vous saute dessus, hein. Et puis l'homme parce qu'il est homme et parce qu'il peut pas tolérer l'homme. Alors que ça devrait être son but, que l'homme devrait être son but, puisque l'homme c'est lui. C'est une autodestruction. L'homme est suicidaire par personne interposée. C'est absolument aberrant. Frédéric Dard, vous aimez les hommes ? Oh, j'aime les hommes, j'aime tellement les hommes qu'ils me déçoivent. Et comme ils me déçoivent, j'ai envie j'ai toujours envie de leur aboyer après, vous voyez. Si j'écris ce que j'écris, si je l'écris de cette façon-là, si je l'écris avec cette violence, c'est que précisément j'ai besoin de crier à l'aide, de crier alerte, de faire quelque chose pour eux. J'ai besoin d'écrire en caractère gras ce que j'ai à dire. Le matin, lorsque vous vous levez ici à Bonnefontaine, lorsque vous allez à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez depuis cette fenêtre derrière vous, là, juste derrière vous ? Je vois d'abord un merveilleux tilleul, un tilleul gigantesque qui doit avoir, plus de 2 siècles, et qui pour moi, je me demande si c'est pas lui que j'ai acheté en définitive. Ouais. Si c'est pas un tilleul que j'ai acheté, c'est lui qui m'a séduit, le bougre.
il est sublime. Et puis je vois des collines, et puis j'entends les vaches, et puis je sais quand notre fermier attend dans son étable d'heureux événements, la nuit, les vaches meuglent. Alors ça me réveille, et puis je trouve ça émouvant, je les écoute, et puis ça me donne à gamberger. Le matin, j'envoie ma fille qui est Joséphine, qui raffole de la vie fermière, quoi. Elle se précipite à l'étable, puis elle m'annonce la bonne nouvelle. Il y a un veau, enfin c'est tout ça qui est absolument fabuleux, quoi. Et puis la rosée, puis tous les fleurs, la brume du matin. Je veux pas me faire plus lyrique que je ne suis, on n'a pas le temps. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années de cela, j'ai écrit une opérette, moi qui ai horreur de ça, je dois le dire. On m'a demandé d'écrire un livret d'opérette dont Charles Aznavour a fait la musique. Pourquoi aviez-vous accepté ? J'ai fait par curiosité, parce que c'était un défi, parce que justement, je n'aimais pas ça. C'est comme si vous me demandiez maintenant d'écrire une thèse sur l'industrie laitière, vous comprenez? Moi, j'y connais rien, et ça m'amuserait. Je me dirais, tiens, je vais piocher la question. Là, on m'a dit, est-ce que ça vous dirait d'écrire une opérette? C'était pour le Châtelet, qui est le plus grand théâtre au point de vue scénique de Paris. Et à l'époque, il était dirigé par Maurice Lehmann, qui était un des derniers seigneurs de Paris. D'ailleurs, les Suisses connaissent Maurice Lehmann, puisqu'il avait mis en scène la fête des vignerons, l'avant-dernière fête des vignerons. Il est mort il y a quelques années. C'était un type vraiment immense, et il m'a appris beaucoup. Vraiment. Et alors, donc, il me demande d'écrire un livret d'opérette. Et moi, j'étais très embarrassé, pour pas dire emmerdé, parce que j'avais vu, je crois, en tout et pour tout, 2 opérettes. J'avais vu Le Pays du Sourire et La Veuve Joyeuse. Et je me disais, bon, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Et tous ces gens qui chantaient pour un oui ou pour un non, et en dépit du bon sens, c'était pas mon pied. Alors j'ai dit, bon, écoutez, mais il me dit, mais justement, je fais appel à vous, écrivez-moi une opérette dans le ton de vos San Antonio, parce que c'est très chouette, etc. Bon, alors je me suis mis au travail. Et j'ai donc commis un livret d'opérette qui s'intitulait Monsieur Carnaval. Et Charles Aznavour a fait la musique. Et alors, c'est pour cette opérette qu'Aznavour a composé, entre autres choses très chouettes, il a composé la Bohème. Et la Bohème était donc un air de cette opérette. Bon. Et puis, Charles, qui, vous pensez bien, il sait reconnaître les bonnes choses au passage, même et surtout quand c'est lui qui les pond, s'est dit, oh mais attention, là il y a un tube. Il a flairé le tube. Et alors, il a décidé d'inclure cet air à son tour de chant. Et alors, il s'est produit la chose suivante, c'est que Georges Guettari, qui avait été engagé pour être la vedette de Monsieur Carnaval, et qui faisait déjà ses choux gras par la pensée de la bohème, qui roucoulait la bohème du matin au soir chez lui, vous comprenez, était heureux, il disait à tout le monde, vous allez voir, il y a un air là-dedans qui va tout casser, etc. Et un jour, il met son poste, et il entend Charles qui chante la bohème. Et alors, Guettari devient absolument dingue, fou, et fait des déclarations fracassantes dans tout Paris, en annonçant qu'il casserait la figure d'Aznavour, etc. Lequel Aznavour était aux États-Unis en tournée à ce moment-là. Et il y avait une tension noire qui montait à cause de ces... Vous comprenez, l'opérette était déflorée, en somme, puisque le morceau de bravoure était déjà chanté par son compositeur. Et Aznavour revient des États-Unis, se présente au Châtelet à une répétition, et j'ai assisté à une scène absolument homérique des 2 vedettes qui voulaient se rentrer dans l'art. Enfin, Guettari traitant Aznavour salaud, tu m'as brûlé la chanson. L'autre, et ta gueule, la chanson, c'est moi qui l'ai faite et j'en suis maître. Enfin, vous voyez à peu près le truc. C'est tout juste si on les a pas séparés. Un jour, je disais à ce propos à Guettari, je lui ai dit, tu sais, tu es l'homme qui sait le mieux dire je t'aime. Alors il me dit pourquoi? Je lui dis parce que tout le monde dit je t'aime et toi tu dis je t'aime. J'aurais voulu qu'on parle de l'un de vos premiers métiers, c'était le métier de journaliste. Oui, j'ai commencé par le journalisme et j'ambitionnais pas du tout d'écrire des livres. Moi, c'était mon rêve. Et je vais vous faire un aveu que je fais toujours dans ces occasions, c'est que ça reste mon rêve. Je fais un complexe de journalisme rentré, vous voyez. Je voulais faire du journalisme, j'en ai fait quand j'étais jeune, j'ai démarré par la petite porte, j'étais grouillot dans un journal de Lyon,
Et puis on m'a permis au bout de quelques mois d'écrire des petits papiers. Vous voyez, et ces petits papiers, je les découpais, j'en envoyais à toute la famille. Enfin, c'était attendrissant. Je les collais sur des feuilles plus grandes pour leur donner de l'importance. Vous les avez conservés, ces papiers? Non, je conserve rien. Je suis pas du tout. Je conserve rien parce que je pars du principe que tout disparaît. Alors à quoi bon accumuler des choses qui jauniront et que d'autres devront balancer après moi? C'est pas la peine. Mais et j'ai continué, enfin pendant un certain temps. Et puis je suis allé à Paris un jour, toujours dans l'espoir de faire du journalisme dans des grands canards, etc. Et comme j'ai rien trouvé, pour me dépanner, je me suis mis à écrire San Antonio. Vous comprenez? C'est ça le miracle, en somme. C'est que ça a été une littérature de dépannage. C'était une littérature accidentelle. C'était une littérature tout à fait provisoire pour moi. Et cette littérature m'a sauvé la vie, quoi. Vous le dites magnifiquement dans ce livre, donc, est-il un Français dans la salle? Vous n'aimez pas les gens de la politique, vous n'aimez pas les courtisans. Vous avez des courtisans? Non, parce qu'écoutez, je vis isolé, je vois beaucoup de gens, mais d'une façon générale, nous vivons en tribu, hein. Nous vivons très farouchement. Et il est assez difficile par exemple, j'accepte très très peu d'invitations. Il est très très rare que j'accepte une invitation à dîner ou à déjeuner. Pour moi, ça représente quelque chose, vous voyez, d'inviter quelqu'un ou de dîner chez quelqu'un. J'aime bien. Je vis, vous savez, je vis comme un cheval entre ces brancards. En somme. Vous êtes un paysan? Je suis un paysan, je suis un vieux bourrin entre deux brancards, quoi. Quel regard, Frédéric Dard, est-ce que vous portez sur le monde du spectacle? Oh, c'est un regard de plus en plus apitoyé, parce que pour moi, voyez-vous, les gens du spectacle, à quelques exceptions près, sont des mômes, sont des enfants. Ils m'attendrissent, ils me font un peu pitié. Je les vois, tout ça est tellement creux, tellement superficiel. Ils s'accrochent à des... je vois, vous savez, j'ai des souvenirs de réceptions, de cocktails, de choses comme ça, où ces gens se précipitaient d'abord sur le buffet parce qu'ils avaient faim, et puis ensuite sur les gens connus parce qu'ils voulaient se faire connaître eux-mêmes. Tout ça est une grande tristesse, ça mène pas loin, ces relations d'un soir, c'est laissez-moi vos adresses, il faut qu'on s'appelle mon petit vieux, quand est-ce qu'on bouffe ensemble ou qu'on fait miam miam? Il y en a qui descendez, on vous demande. Moi, quand est-ce qu'on fait miam miam? Et je dis jamais, jamais. Descendez, on vous demande. Oui, descendez, on vous demande, mais laissez votre adresse, ça je l'ai entendu beaucoup au début et ça m'a... j'ai compris, enfin, au début, je croyais qu'on allait m'écrire, quoi. Je laissais mon adresse en précisant bien, pas le code postal, ça n'existait pas encore à l'époque, mais en disant, et puis vous savez, vous pouvez m'appeler de telle heure à telle heure, puis personne ne m'appelait, bien entendu. C'est toujours moi. Au début, on appelle, puis après, on est appelé. C'est comme ça dans la vie. On démarre en appelant tout le monde. On mendie. Et puis après, les autres vous mendient. Mais intrinsèquement, vous êtes resté un enfant et... Ah, mais bien sûr, heureusement. Ah, ça, heureusement que je suis un enfant. Je resterai jusqu'au dernier moment. Il faut ajouter quelque chose, je crois que c'est vrai, vous me démentirez, c'est Albert Cohen qui l'a dit, avec un côté vieux crocodile. Mon merveilleux Cohen, oui. La première fois que je suis arrivé chez lui et il m'avait donné rendez-vous pour faire ma connaissance, et puis sa femme me reçoit, me fait asseoir dans un canapé, et il s'amène avec son monocle vis à l'œil, en robe de chambre, les pieds nus dans des mules de vernis, et il vient me regarder sous le nez et il s'écrit « Mais c'est un enfant », s'écrit-il, et il ajoute avec un côté vieux crocodile cependant. Et je pense qu'il m'avait admirablement résumé, car je suis un enfant avec une peau de crocodile en tout cas. J'aimerais vous citer là très rapidement ce soir à propos de ce livre, donc est-il un Français dans la salle, parce qu'on vous y retrouve souvent, vous auteur à la première personne du singulier, le jeu, c'est nous les pauvres comme toi, les pauvres de malvie, pauvres d'exister, toi, moi l'auteur de Jallieu si grand à mes yeux lorsque j'étais si petit à ceux des autres, puis un peu plus loin, quel besoin d'aller chercher ailleurs si j'y étais, que loin de m'y rencontrer, m'y suis perdu à tout jamais, corps et âme. Oui, je crois, vous voyez, vous avez bien choisi. Ça me prouve que vous avez bien lu mon livre, ça me fait plaisir.
C'est que parce que vous voyez, je vois beaucoup de journalistes en ce moment, beaucoup, et je suis surpris justement par leurs questions qui, à mon avis, sont à côté de la montre. Et je trouve enfin quelqu'un qui me lise un texte qui n'est pas de graveleux, qui n'est pas violent, qui est un texte tendre, qui est la vraie résonance de mon bouquin. Ben, je vous dis merci. Franchement, c'est pas de la flagornerie. Je vous dis merci de m'avoir bien lu. Merci de me le montrer si joliment. Ben, ce texte, je pense que c'est tout moi, en fait. C'est-à-dire que c'est la promenade. En fait, la vie, c'est une grande balade. On va se balader, les cultivateurs à travers leurs champs, à faire leur boulot, les autres à travers l'existence, à en chercher, ce qui est plus grave. Comme c'est mon cas, car au fond, nous tous, vous connaissez ça, vous l'avez connu, vous connaissez d'autres qui connaissent aussi ce problème, la recherche du boulot, d'une chose intéressante à faire, d'une chose qui vous emmènera plus loin. C'est une quête perpétuelle, vous voyez. Et c'est pas parce que vous arrivez, comme disait l'autre, dans quel état, parce que vous arrivez qu'il faut s'estimer satisfait. Il faut toujours continuer cette quête. Moi, je la continue, avec ce bouquin. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'aller plus loin. J'ai essayé de voir ailleurs si j'y étais. Je sais bien que je m'y trouverai pas. Je sais bien que je me trouverai jamais parce que je suis à tout jamais nulle part. Mais enfin, pendant que je me cherche, je l'illuse. C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé par Blaise Dupaquier et Jean-Philippe Spalen, avec, dans cette édition, l'écrivain Frédéric Dard.